Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue trois sujets très importants. Le premier sujet, il s'agit de la question de Gaza et son comité indépendant de technocrates. Et deuxième sujet, il s'agit de la tournée du président américain Donald Trump en Asie et sa rencontre prévue avec le président Xi Jinping, le président chinois bien sûr, pour discuter de tout ce qui concerne cette guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances commerciales au monde. Troisième sujet, il s'agit d'une tournée de Zelensky avec probablement une rencontre entre Trump et Poutine. Ça c'est notre trois sujets, mais aussi nos trois sujets, mais aussi nous avons un sujet principal à la fin de notre émission. Il s'agit d'une tournée qui sera faite par le cheikh d'Al-Azhar, l'imam Ahmed Taïeb en Europe, la relation entre l'islam et l'Europe et tout ce qui concerne cette tournée. On commence avec Gaza. Des mouvements palestiniens réunis au Caire, dont le Hamas, se sont mis d'accord dans un communiqué commun pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates à la suite de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre parrainé par les États-Unis. Selon le document publié sur le site du Hamas, les différents groupes palestiniens ayant participé aux discussions ont convenu de la mise en place d'un comité palestinien temporaire composé de résidents indépendants plus technocrates chargés de gérer les affaires de la vie et les services essentiels. Des mouvements palestiniens dont le Hamas se sont mis d'accord dans un communiqué commun pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates. Les groupes palestiniens se sont aussi mis d'accord sur une stratégie nationale visant à revitaliser l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien. Le Hamas ne fait pas partie de l'OLP. Des délégations du Hamas et de Fatah s'étaient réunies jeudi en Égypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre. Médiatrice de longue date dans le conflit israélo-palestinien, l'Égypte a accueilli ces réunions dans le cadre d'une initiative plus large visant à favoriser un consensus autour du plan de cessez-le-feu. En parallèle des discussions entre le Hamas et le Fatah, le chef du service de renseignement, Hassan Rachad, a rencontré de hauts responsables d'autres factions palestiniennes, dont le djihad islamique allié du Hamas, ainsi que le Front démocratique et le Front populaire de libération de la Palestine. Ces deux dernières formations sont membres de l'OLP. Le porte-parole du Hamas à Gaza, Hazem Qassem, avait affirmé dans un communiqué publié vendredi sur le compte Telegram du mouvement avoir obtenu des garanties claires de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie, ainsi que des assurances directes des États-Unis que la guerre est effectivement terminée et que l'application de l'accord de cessez-le-feu requiert une cessation complète des hostilités. Il a réaffirmé l'engagement total de son mouvement à respecter l'accord de trêve négocié par les intermédiaires, soulignant la détermination du Hamas à assurer le succès et l'application concrète de l'accord. Et pour aborder ce sujet et comprendre ce qui veut dire ce comité, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hassan Halidi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Alors, je rappelle que des mouvements palestiniens, dont le Hamas, se sont mis d'accord dans un communiqué commun pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates. Bien sûr, cet accord a été pris lors d'une rencontre entre le Hamas et le Fatah ainsi que d'autres factions palestiniennes
tenu ici au Caire jeudi dernier, pendant le week-end dernier, et se sont mis d'accord pour appliquer ou bien la mise en application de ce comité. Monsieur l'ambassadeur Hussein Hazri dit bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, les mouvements palestiniens se sont mis d'accord pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? La réunion des factions palestiniennes au Caire le vendredi dernier, le jeudi et le vendredi dernier, a été parrainée par le gouvernement égyptien pour préparer la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix de M. Donald Trump, le président américain. La deuxième phase de ce plan comporte premièrement la constitution d'un comité de technocrates palestiniens qui va gérer la bande de Gaza dans une période transitoire. Reste à déterminer pour combien de temps, jusqu'à le retrait de forces israéliennes de la bande. Deuxièmement, la constitution d'une force de stabilisation internationale composée des soldats de plusieurs pays arabes islamiques. Troisièmement, le désarmement du mouvement Hamas. Alors l'Égypte a déployé tous ses efforts et déploie toujours ses efforts pour préparer le terrain pour la deuxième phase. Certainement, les négociations restent à commencer, à être lancées et espérons dans les plus proches délais. Cette phase est une phase délicate, à vrai dire, car, comme je viens de le préciser, on va discuter du désarmement de Hamas. Alors, c'est un sujet auquel le Hamas n'a pas répondu présent, mais certainement, je pense que les pays médiateurs, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, vont essayer d'arriver à une formule qui serait acceptable tant aux dirigeants de Hamas, tant au gouvernement israélien. Alors, espérons que les factions palestiniennes vont continuer à œuvrer ensemble et que ce comité, selon des sources palestiniennes, des noms ont été approuvés, des noms des personnages palestiniens qui deviendraient membres de ce comité de gestion technocrate. Mais cet comité va travailler sous la surveillance le Board of Peace, qui serait présidé par le président américain. Voilà pour répondre à votre question. Oui. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il faut qu'Israël accepte les noms de ce comité et il faut qu'Israël aussi accepte la présence des forces étrangères, c'est-à-dire de choisir eux les forces qui vont être sur le terrain. Est-ce que ça pourrait aboutir à des problèmes? Non, pas du tout, mais c'est attendu, ça, ce n'est pas une surprise. Tant que les forces israéliennes seraient toujours présentes comme force d'occupation dans la bande de Gaza, certainement, ça va de quoi qu'il y aurait une certaine coordination entre l'armée israélienne et cette force de stabilisation internationale qui certainement va assurer la sécurité intérieure et la sécurité des frontières de la bande de Gaza avec Israël. Et alors moi je ne suis pas surpris par l'attitude ou par la position israélienne
et certainement on doit mettre l'accent sur la nécessité ainsi que l'importance de coordination, et je pense que le centre de coordination civile militaire que les États-Unis viennent d'établir au sud d'Israël va certainement surveiller et comment cette force de stabilisation va être déployée, où cette force va être déployée, et quelle est certainement ce qu'on appelle les règles, les règles d'affronter les problèmes de nature sécuritaire. Ouais. De l'autre côté, monsieur l'ambassadeur, le porte-parole du Hamas a affirmé que avoir obtenu des garanties claires de l'Égypte, du Qatar, de la Turquie, ainsi que des États-Unis, des assurances pour que Israël ne brise pas ce cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut compter sur ces garanties? Non, toujours avec Israël, on n'a jamais parlé de garanties, on n'a jamais, au moins du point de vue égyptien, les garanties d'Israël, soit aujourd'hui ou depuis l'établissement de l'État hébreu, ne disent rien. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème est que Hamas, dans les jours à venir et dans toute cette période de la mise en œuvre du plan de paix de M. Trump, moi, je pense que c'est important que Hamas travaille dans le cadre et prenne et la prise de position de son côté devrait être avec soit l'autorité palestinienne ou cette communauté de technocrates qui est censée de gérer la bande de Gaza. C'est-à-dire que, entre guillemets, cette personne politique de Hamas devrait devenir vraiment silencieux. On ne peut pas travailler durant cette période de la mise en œuvre du plan de paix de M. Trump. On ne peut pas travailler d'un côté avec l'autorité palestinienne, d'un côté avec ce comité de technocrates une fois établi, et troisièmement avec le Hamas. Les Palestiniens devraient parler d'une seule voix, et la décision palestinienne devrait être avec l'autorité palestinienne ou avec ce comité de technocrates. Oui. Une dernière question, monsieur l'ambassadeur. Alors, Israël a décidé de suspendre l'état d'urgence qui a été décrété depuis le 10 octobre 2023, après les événements du 7 octobre. Est-ce que ça, c'est un indice de la mise en place vraiment d'un cessez-le-feu concret, au moins de la part d'Israël? Non, il y a, sur le papier, il y a un cessez-le-feu. Sur le papier, le gouvernement israélien respecte ce plan et donne l'impression qu'elle opère, que ce gouvernement opère et prend des positions dans le contexte de ce plan, mais certainement les forces israéliennes restent engagées dans la bande de Gaza et chaque jour il y a des accrochages. Mais je pense que c'est un bon indice, une bonne nouvelle, et ça veut dire que aussi cette décision a été adoptée après les visites des hauts fonctionnaires, des hauts responsables américains, le vice-président américain, le secrétaire d'État américain, l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, M. Witkoff, ainsi que le gendre de M. Trump, M. Jared Kushner. Alors je pense que cette décision, à mon avis, intervient dans cette coordination entre l'administration américaine et le gouvernement israélien. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur.
Hassan Haridi, je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Vous avez parlé de la réunion du Hamas avec le Fatah, avec toutes les factions palestiniennes ici au Caire jeudi et vendredi, c'est-à-dire ce week-end, concernant se mettre d'accord sur la remise provisoirement de la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates, selon monsieur l'ambassadeur. Alors, c'est-à-dire il y a des technocrates qui vont diriger Gaza, tout ce qui concerne la vie de tous les jours et la direction de la bande. Mais en même temps, il y a une deuxième phase qui concerne la mise en place de forces de la part des pays arabes et islamique sur place, ce que M. Netanyahou avait commenté comme quoi il va intervenir concernant la nationalité ou bien l'État ou bien voilà, la nationalité de toutes ces forces, est-ce qu'il va accepter ou pas? Et selon Monsieur l'ambassadeur, il n'y aura pas de problème puisque on va choisir des forces qui sont vraiment neutres, quoi. Et la troisième phase, je vous rappelle, c'est la mise, le désarmement du Hamas. Et ça, selon beaucoup d'observateurs, ça sera vraiment un problème, puisque pourtant le Hamas a donné presque son accord. C'est pas vraiment un accord ou bien une parole ferme, mais en même temps a donné quand même un signe comme quoi, si tout va bien, si le cessez-le-feu est respecté, c'est possible qu'on soit désarmé. On se rejoint juste après une petite pause. Un haut responsable américain a déclaré vendredi que Donald Trump tiendrait ses promesses envers le peuple américain dans l'une des régions les plus dynamiques du monde sur le plan économique, en signant une série d'accords économiques. À Kuala Lumpur, Trump a participé dimanche au sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, qu'il a snobé à plusieurs reprises lors de son premier mandat. Dès son arrivée en Malaisie, Trump veut marquer les esprits. Il espère finaliser un accord commercial et signer des accords préliminaires avec ce partenaire clé dans la chaîne mondiale du semi-conducteur, lourdement frappé par les droits de douane américains. Les discussions, selon le Premier ministre Anwar Ibrahim, touchent au but et portent sur des secteurs stratégiques: intelligence artificielle, numérique, énergie. La deuxième étape conduit Trump à Tokyo, où il rencontre lundi Sanae Takaichi, récemment désigné Premier ministre dans un contexte politique instable. Les deux dirigeants doivent finaliser les détails d'un accord commercial négocié en juillet. Baisse des droits de douane américains à 15% contre un engagement colossal de 550 milliards de dollars d'investissement japonais aux États-Unis. Mais Tokyo insiste que seuls 1 à 2% seraient des investissements directs réels et le reste seraient des prêts ou des garanties. Le président américain doit ensuite se rendre mercredi au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, l'APEC, en Corée du Sud. Il y retrouve un allié historique, mais dont la loyauté est de plus en plus soumise à des impératifs économiques. Le président Lee Jae-myung, fraîchement élu, doit rassurer Washington sur un investissement de 350 milliards de dollars promis en juillet en échange d'une réduction des droits sur les produits sud-coréens à 15%. À l'occasion de cette tournée, Trump s'est aussi montré ouvert à une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Sa dernière rencontre avec Kim Jong-un remonte à 2019. En Chine, Trump veut obtenir de Xi Jinping la reprise des achats de soja américain, la levée de restrictions sur les terres rares et un accès élargi pour les entreprises américaines. Ce voyage illustre l'ambition mais aussi les écueils de la nouvelle diplomatie américaine. La multiplication des menaces tarifaires et des exigences d'investissement a permis d'arracher des concessions, mais au prix d'un climat de méfiance croissante. Les partenaires, qu'ils soient japonais, sud-coréens ou membres de l'ASEAN, cherchent désormais à diversifier leurs alliances et à limiter leur exposition
à l'imprévisibilité de Washington. Alors, c'était un reportage concernant la tournée de M. Trump en Asie, qui le mène à la Malaisie, le Japon et la Corée du Sud, avec une rencontre prévue avec le président chinois Xi Jinping. Je passe à notre troisième sujet. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé mercredi par la Norvège une tournée dans plusieurs pays européens pour obtenir plus d'aide face à la Russie. Zelensky se rend en Europe juste après une nouvelle vague de frappes russes nocturnes sur le secteur énergétique, nouvelle vague ukrainienne qui ont fait au moins 6 morts et provoqué des coupures de courant à travers le pays. De son côté, Moscou a assuré que le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump est toujours d'actualité. Lors de sa tournée européenne, le président ukrainien s'est dirigé à Oslo pour rencontrer le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre avant un entretien prévu en Suède avec le Premier ministre Ulf Kristersson dans la ville de Linköping, siège du groupe de défense Saab qui produit l'avion de chasse Gripen des systèmes d'armes et sous-marins. Il sera ensuite jeudi au sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles, au cours duquel les pays membres espèrent se mettre d'accord sur un soutien financier pérenne à l'Ukraine, puis à Londres, où s'est tenue vendredi une réunion de la coalition des volontaires. Cette tournée des alliés européens intervient après une visite infructueuse de Zelensky la semaine dernière à Washington, où il a échoué à convaincre Trump de fournir à son pays des missiles de croisière Tomahawk. À son retour en Ukraine, il a exhorté les Occidentaux à renoncer aux tentatives d'apaisement envers Moscou et plaidé pour plus de soutien à Kiev, plus de 3 ans et demi après le début de l'invasion russe. Trump a semblé fermer la porte à une livraison de Tomahawk après une conversation téléphonique avec Poutine, durant laquelle les deux hommes étaient convenus de se rencontrer prochainement à Budapest, en Hongrie. Mais le dirigeant américain a assuré mardi ne pas vouloir de discussion pour rien ou de perte de temps avec son homologue russe. Zelensky a estimé que la proposition de Trump de discuter avec la Russie sur la base de la ligne de front actuelle était un bon compromis. En attendant, en Ukraine, les frappes russes se sont poursuivies au cours de la nuit, touchant une dizaine de régions et faisant au moins 6 morts et une trentaine de blessés, dont des enfants.